Maintenant, hop, voilà. Si on rentre dans le thème de la conférence qui est donc réussir votre vente et votre achat, et en l'occurrence votre vente, on va voir 4 facteurs clés de succès. Le premier, c'est fixer le juste prix. On verra comment on peut opposer l'estimation et l'estimation. Ensuite, on va valoriser votre bien. Il va falloir vraiment donner envie, surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de biens en vente qu'avant. Donc, il faut vraiment se différencier de nos concurrents. Il va falloir communiquer efficacement. Alors, à la fois inonder, pour que tout le monde sache que la maison est en vente, en même temps cibler sur certains types d'acquéreurs. Et puis enfin, écouter le marché, parce qu'à la fin, c'est toujours lui qui décide. Donc, celui qui a le dernier mot, c'est l'acquéreur. C'est pas le banquier, c'est pas le conseiller immobilier, c'est pas le vendeur, c'est l'acquéreur. C'est lui qui achète ou pas. Fixer le juste prix, donc passer de l'estimation à l'estimation, trouver le fameux juste prix au mètre carré. Vous savez qu'en France, on a une référence qui est le prix au mètre carré. Quand on fait des visites sur des maisons, il arrive très fréquemment que l'acquéreur nous dise ah oui, mais par rapport au prix au mètre carré, c'est trop cher ou voilà. Donc c'est la fameuse référence française qui veut tout dire et rien dire. On verra après d'ailleurs qu'on a plusieurs prix au mètre carré. Faut pas qu'on se contente d'une méthode quand on veut fixer le juste prix. Et enfin, il faut éviter le sur un malentendu où on ne sait jamais. Ça peut marcher. Ça fonctionne en général très rarement. Le juste prix, donc l'estimation contre l'estimation. L'estimation, c'est quand vous êtes vendeur, vous avez forcément des souvenirs dans votre maison, vous êtes investi dans votre maison au niveau des travaux, vous avez des habitudes avec vos voisins, des habitudes de consommation. Et du coup, pour vous, la maison, elle a une certaine valeur. Cette valeur-là n'existe pas pour l'acquéreur. Donc, il va falloir rester vraiment sur des choses très factuelles de votre maison, intrinsèque ou au niveau de l'environnement. On doit faire abstraction de tout ce qui est émotion et tout ce qui est sentiment. Et je sais que c'est très dur parce qu'il y a beaucoup d'affectifs dans notre métier. Pour autant, nous, en conseiller immobilier, on se doit justement de vraiment rester sur une estimation très factuelle et de vous faire entendre que cette estimation-là, c'est la seule qui sera entendue par l'acquéreur. Trouver le juste prix au mètre carré, voilà, je vous mets un petit exemple. Pour un même secteur, une même ville, vous voyez, on a un prix mètre carré moyen à 1954 qui va de 1544 à 2674. Donc, il arrive très fréquemment que sur les fameux sites d'estimation en ligne, on soit du simple au double prix au mètre carré. Donc, le prix au mètre carré, ça veut tout dire et rien dire. Ça dépend de beaucoup de choses. Et même dans le même quartier, et Titon nous l'avait expliqué la dernière fois sur, au niveau des diagnostics, un appartement situé au 3e étage, face nord ou face sud, au premier étage, rez-de-chaussée déjà, avec des surfaces différentes, ne vaut pas le même prix et n'a pas le même prix au mètre carré. Donc, c'est vraiment important déjà de trouver, je dirais, la référence du mètre carré. Ensuite, une méthode, il faut savoir que quand on fait une estimation immobilière, on a au moins 4 méthodes. On a l'analyse comparative, c'est celle qui est la plus utilisée. Hein, c'est qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas et qu'est-ce qui s'est vendu dans votre secteur. On a aussi la valeur par capitalisation, c'est-à-dire demain, je dois louer mon bien par rapport à la rentabilité locale, quelle est la valeur de ce bien. On peut avoir aussi par le coût de remplacement, quelle est la valeur du terrain aujourd'hui, plus la valeur de la construction, moins une décote, comme une voiture. Avec le temps, forcément, la maison a une décote, mais on va y rajouter aussi, bien sûr, les travaux qu'on a fait. Puis enfin, une méthode qui est l'emplacement qualité-rareté, où là, on va jouer avec tous les curseurs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une jolie vue? Ok, ça c'est un plus. Est-ce que j'ai un chauffage au fioul? Ça c'est un moins. Est-ce que j'ai une nationale qui passe à côté? Ça c'est un moins, etc., etc. Donc là, on va jouer avec des curseurs, soit des pourcentages, soit des forfaits, et du coup, ça nous donnera un 4e prix. Et donc, le but, en fait, quand vous choisissez le juste prix, c'est d'avoir une synthèse de ces méthodes et pas de se contenter d'une seule méthode. Le fameux sur un malentendu, là, je vais vous lire la phrase, c'est parce qu'on n'aura jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. On ne teste pas le marché. Quand on met un bien en vente, c'est avec une vraie stratégie de prix. Donc, on a un prix qui est défini. On peut tenter, je dirais, une légère négociation, mais on ne dit pas l'appartement vaut 150 000, je vais le mettre en vente à 170, je vais bien voir. Ça ne marche pas. Et derrière, on va griller le bien. Donc, faites attention surtout sur le fameux sur un malentendu. Pour valoriser votre bien, on va voir donc la préparation du logement, la première photo, l'importance de la première photo, l'annonce et les outils complémentaires. Préparer le logement, alors je vais enfoncer certainement des portes ouvertes, mais des fois ça vaut le coup quand même de le dire à certains clients. Ranger, dépersonnaliser vos maisons. Il faut vraiment que ça soit le plus neutre possible. Donc il faut essayer de faire en sorte que la pièce soit aérée, que la maison soit agréable pour les visites. Quand on prend des photos, on choisit ou on attend, parce que des fois on est obligé d'attendre, une météo favorable. On ne prend pas des photos quand on a un ciel gris ou quand il pleut. Alors même si à l'extérieur, on peut prendre des photos et trafiquer le ciel bleu et faire un joli ciel bleu, à l'intérieur, la lumière, elle rentre ou elle ne rentre pas. Donc il faut vraiment choisir une météo favorable. Et puis,
C'est réparer les petits bobos du quotidien. Une prise qui n'est pas fixée, un petit coup de peinture qui manquait depuis 3 mois. Tout ça, ça va permettre de faire une bonne première impression. Et là, c'est pareil, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Donc, vraiment préparer son logement. Le choix de la première photo, aujourd'hui, 84% des acquéreurs disent que c'est l'élément qui leur fait cliquer sur l'annonce. Donc, toutes les photos sont importantes. C'est ce que je mets après, bien évidemment. Mais la première photo, c'est vraiment ce qui va donner aux gens de cliquer sur une annonce. Aujourd'hui, en plus, on lit les annonces souvent en diagonale. Vous savez qu'on est, comme on disent les jeunes, à scroller en permanence. Donc, du coup, tout va vite. Donc, il faut absolument que vous ayez une première photo qui soit impactante et qui donne envie aux gens d'aller cliquer sur votre annonce plutôt que sur celle du voisin. Ensuite, une annonce qui suscite l'intérêt. La description, elle doit être réaliste, elle doit être objective, mais elle doit laisser, des questions sans réponse auprès du client. Si vous mettez un pavé de 30 lignes avec les références de votre PAC, votre pompe à chaleur, etc., la liste de tous les travaux que vous avez faits, c'est très complet, mais du coup, est-ce que la personne va avoir besoin de vous appeler pour avoir plus d'informations? Donc, mettez en valeur, bien évidemment, les choses, les caractéristiques positives de votre maison, donnez des informations pour faire sérieux, bien sûr, parce qu'à contrario, maison de 80 mètres carrés avec 3 chambres, point, c'est un peu léger aussi, bien évidemment. Mais ne mettez pas tout pour que les gens aient aussi envie de vous appeler pour avoir plus d'informations. Et puis enfin, utilisez des outils complémentaires. Donc, si vous le pouvez, il y a des choses à faire en termes de visite virtuelle, en termes de vidéo de présentation, en termes d'aménagement aussi virtuel. Quand on a des maisons qui sont vides, quand on a des maisons qui ont une décoration un peu datée, on peut aujourd'hui faire du homestaging virtuel pour permettre aux gens de s'approprier les lieux et pas de rester bloqué, parce que tout le monde n'a pas la facilité de s'approprier les lieux quand la maison est vide. Donc, on accompagne vraiment le client. Et si jamais il y a des travaux qui sont à faire, n'hésitez pas aussi à avoir des devis. Ça, c'est important d'avoir les devis associés aux travaux, vous savez, qui seront vus par l'acquéreur. Une fois qu'on a valorisé son bien, il faut qu'on communique efficacement dessus. Donc, je vais vous le mettre après, voilà, on va privilégier le multicanal. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, aujourd'hui, on a le fameux site de la brocante Le Bon Coin où on a tout à vendre dessus. C'est très bien, il faut y aller. Mais si vous y allez, ne mettez pas 3 photos, vous mettez 10 photos, faites un joli dossier. Et même en tant que particulier, alors nous, en tant que professionnels, bien évidemment, on a beaucoup plus de sites à notre disposition, en sachant qu'il y a des gens qui passent que par les sites de professionnels, parce qu'il va avoir un tiers de confiance. Mais même quand on est particulier, on peut avoir plusieurs sites. Donc, il ne faut pas hésiter à diffuser une seule annonce sur plusieurs sites plutôt que d'avoir plusieurs annonces, si on a la mauvaise idée de faire travailler plusieurs agences immobilières, qui vont diffuser sur le même site. Parce que là, vous êtes en train de griller votre bien et donc, du coup, les gens vont se dire que vous êtes pressé de vendre. Si vous êtes pressé de vendre, ça veut dire que le prix est négociable. Ensuite, on va compléter par les réseaux. 90% aujourd'hui des recherches immobilières sont réalisées par Internet. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux et sur les groupes des habitants. Donc, il faut vraiment communiquer au maximum. On peut aussi améliorer son référencement avec certains mots-clés ou certains supports. Si vous faites une vidéo de présentation de votre maison, vous la mettez sur YouTube avec des bons mots-clés, vous serez mieux référencé. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils avaient vu les vidéos alors qu'ils n'étaient pas forcément en recherche. C'est pas eux qui avaient fait la démarche. Donc, il y a vraiment un travail de référencement aussi à faire à ce niveau-là. Et puis enfin, il faut multiplier aussi. Donc, il ne faut surtout pas négliger tous les détails parce que la réussite d'une vente immobilière, c'est une succession de détails. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre un panneau. Et alors, si c'est le mien, c'est très bien. Si c'est un autre, c'est pas grave. Sauf faites en sorte que le panneau, il soit sympa, quoi. Voilà, faut pas mettre un vieux bout de panneau avec un bout de scotch orange, comme on voit des fois sur une commune pas très loin de chez nous. Voilà, faites un truc plutôt joli, voilà, qui valorise le bien. Pensez aussi à votre cercle d'influence. Pensez aux commerçants, pensez à vos amis, aux collègues de travail, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment à diffuser largement l'information. Parce qu'encore une fois, une vente, c'est une succession. La réussite d'une vente, c'est une succession de détails. Enfin, écoutez le marché. Et ça, je pense que c'est très important. Qualifiez vos visites. Parce que écouter le marché, c'est pas uniquement quand, à la fin de la visite, la personne vous dit ce qu'elle a pensé de votre maison. Et on verra après, elle ne vous dit pas forcément la vérité parce que des fois, on a envie de dire des choses, et des fois, on est bien élevé, on n'a pas envie de vexer le vendeur. Donc, c'est tout l'enjeu, il est de savoir réellement ce que les gens, ils ont ressenti durant la visite. Néanmoins, avant même de faire visiter, c'est important de découvrir vos acquéreurs potentiels. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui les a intéressés dans l'annonce pour pouvoir ensuite leur proposer la maison sous ce qui leur plaît.
Moi, une fois, pour la petite anecdote très rapide, j'avais une maison où le client, il allait promener son chien. Il avait un gros chien, ça gênait un peu les clients, ça leur faisait peur, donc il allait promener son chien. Lui, il se promenait pas très loin. Et puis, un jour, il me demande si je m'ennuyais dans mon travail. Non, je ne m'ennuie pas dans mon travail. Pourquoi vous me dites ça? Il dit, ça fait 3 fois que je vous vois quand je pars en visite, en balade et que je vous vois faire visiter la maison. Vous avez jamais commencé jamais par la même chose. Première fois, vous avez commencé par le garage. La deuxième fois, vous avez commencé par le jardin derrière, la partie logistique au niveau du nord. Et la troisième fois, vous êtes rentré enfin par la porte principale de la maison. Je dis oui, la première fois, moi, le client, quand je l'ai eu au téléphone, il avait 2 voitures de collection, il voulait absolument les mettre dans le garage. Donc j'ai commencé par le garage. C'était 50 mètres carrés. Le gars, est arrivé dans le garage, j'ai mis la maison, c'était oui. C'était madame après qu'il fallait convaincre pour le reste. La deuxième chose, les gens, ils avaient des chiens, des gros chiens. Et ils voulaient les enfermer, faire comme un chenil, sans déranger les voisins. Donc ils voulaient voir s'il y avait un moyen de mettre les chiens. Donc on a commencé par la partie la moins glamour de la maison, mais qui répondait à cette attente. Puis la troisième, c'était des gens qui avaient classique. On a besoin de 3 chambres, on veut une cuisine ouverte, une cheminée. Donc là, évidemment, j'ai commencé par la maison. Donc la qualification de la visite est vraiment extrêmement importante. Le dialogue. Le dialogue, il faut le favoriser dès le début, lors de la visite. Il faut que les gens soient à l'aise, il faut qu'ils s'approprient les lieux. Donc, pareil, quand on fait une visite, il faut éviter tout ce qu'il y a de personnel. Il faut que les gens puissent se sentir bien tout de suite. Il faut les laisser même un peu se promener dans la maison en fonction de ce qu'ils veulent. En général, on n'a pas un chemin tout tracé de la visite en disant c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là. Il faut laisser les gens s'approprier les lieux pour justement les mettre à l'aise et qu'on puisse ensuite dialoguer avec eux. Le dialogue, il est là justement. C'est qu'à la fin d'une visite, on ne peut pas laisser partir un acquéreur sans savoir ce qu'il a réellement pensé de votre visite. Donc le but, c'est de leur poser quelques questions en leur disant qu'est-ce qui vous a plu dans la maison? Est-ce que vous voulez vivre ici? Pourquoi? Pour quelles raisons? Et ensuite de contre-argumenter si besoin. Si on vous dit que c'est uniquement parce que la couleur, la peinture ne leur plaît pas, on va pouvoir leur dire 2, 3 choses. S'ils vous disent par contre que l'environnement de la maison ne plaît pas, on ne pourra pas la déplacer. Donc évidemment, là, ça ne veut pas dire qu'on va faire donc à chaque fois, comment dire, qu'on va toucher la cible à chaque fois, mais au moins on connaîtra les vraies raisons. Et surtout, une fois qu'on sait ce qu'il y a, ça nous permet éventuellement de réajuster notre positionnement. Vous pouvez avoir des gens qui vous disent bah, pour telle ou telle raison, puis c'est des choses sur lesquelles on peut agir. On peut arranger, si vous avez un gros mur rouge que vous rentrez dans votre entrée, ça vaut peut-être le coup de mettre un coup de peinture blanche. Alors là, vous saviez avant, mais si là, le marché vous dit bah ouais, non mais là, on arrive, par contre, c'est un peu choquant, bah, n'hésitez pas à mettre un petit coup de peinture blanche, c'est pas grand-chose et ça peut, encore une fois, favoriser la visite et le dialogue. Je crois que j'ai terminé pour ma part.